Et donc, on va commencer maintenant le débat. Je vais inviter les personnes qui participent au débat à se joindre à nous, à venir sur la scène. On va commencer en fait la suite de ce débat par une intervention, un rapport d'étonnement par François Collin, et qui fera aussi une introduction sur la fragilité des systèmes agricoles. Mais je vous en prie, installez-vous déjà, s'il vous plaît, venez sur scène. François Collin, Aurélie Mété, Nina Graveline, Louise Nicourt, Quentin Gérona, évidemment. Bienvenue à tous. Donc, je vais tout de suite passer la parole à François Collin. Je vous demanderai, quand vous intervenez, de brièvement vous présenter. Voilà, vous le ferez beaucoup mieux que moi. Donc, François, je vous en prie, comme vous voulez, ou d'ici ou de la scène, comme vous préférez. Vous avez le micro. Merci en tout cas d'avoir proposé cet événement, d'avoir fait cette projection. C'est vrai que c'est à la fois passionnant, angoissant et plein d'espoir, je dirais. Donc on m'a demandé de faire un rapport d'étonnement. J'avais déjà un peu visionné ce film et je pense qu'en le revoyant, j'ai encore perçu pas mal d'éléments. Peut-être je ne vais pas faire très long, mais j'aurais envie de structurer peut-être autour de 3 points. Un premier point qui est autour de ce changement climatique, là, toute la première partie du film, donc qui est vraiment, où on voit bien à la fois la notion d'extrême climatique et à la fois la notion de tendance climatique. Et là, je trouve qu'on perçoit bien comment finalement les extrêmes font référence à la notion de risque climatique, hein, qu'on a souvent l'habitude de diviser entre une dimension aléa qu'on subit et une partie vulnérabilité qu'on crée. Et là, on voit toute la vulnérabilité peut-être de tout un tas de systèmes qui ont été créés. Et face à ces extrêmes-là, voilà, il y a pas mal de l'ombrage, etc. Il y a pas mal de solutions qui sont proposées. Et on se dit, finalement, à court terme, il peut y avoir une adaptation possible. Puis il y a ces tendances-là et pas mal de propos voilà, se projettent 10, 30, 40, 50 ans. C'est un rapport ça résonne beaucoup avec la durée de vie de la parcelle de vigne. Et là, on voit bien qu'on rentre dans des choses qui sont à venir et qui forcément vont tendre déjà à une situation compliquée. Et ça, c'est vrai que ça... en tant que scientifique, ça nous interpelle. On se dit... ces gens qui sont là sur le territoire, hein, ils vivent ça, et encore une fois avec espoir, mais on voit bien qu'ils ont radicalement un changement de modèle par rapport au modèle conventionnel qui est pratiqué aujourd'hui. Et donc là, ça interroge vraiment, je trouve encore plus la notion de tendance que la notion d'extrême, de la nécessité ou de comment faire pour changer radicalement de modèle en mettant, et c'est quand même en tout cas la plupart des modèles qui sont présentés ici, sont des modèles qui mettent la biodiversité un peu au centre du système. Et ces tendances, c'est vrai que ça... moi, je suis hydrologue, hein, je ne me suis pas présenté, c'est mal poli, mais... donc François Collin, donc je suis hydrologue, donc forcément, j'ai toujours un prisme un peu déformant par rapport à cette ressource-là. C'est vrai que la vigne, elle y est déjà je le montre aux étudiants quand je fais des cours. Hein, je montre toujours une carte mondiale de ce qu'on appelle le Water Stress Index, le problème où on a un déséquilibre déjà actuellement et structurel entre les prélèvements et les ressources. Et en gros, il y a plein de tâches dans le monde et chaque fois, dans ces tâches-là, il se trouve qu'il y a de la vigne. Donc il y a déjà, je dirais, de manière consubstantielle, de la vigne dans des régions de tension. Et là, on sent bien qu'on est quand même au bout d'une tension qu'il va falloir résoudre faute de déséquilibrer à la fois, évidemment, les systèmes viticoles, mais plus largement aussi les territoires qui sont derrière. Donc ça, de la nécessité de changer de ce type de production, et ça interroge, c'est un peu abordé, je pense que ce sera peut-être une des questions du débat, ça interroge aussi sur finalement la viabilité des systèmes, et ce sera mon deuxième rapport d'étonnement, enfin le deuxième axe en tout cas, c'est finalement la viabilité de
ces systèmes de production qui passent, on le comprend bien, dans une économie de marché par l'acceptation, la valorisation des produits qui sortent aussi de ces nouveaux vignobles qui probablement ont des caractéristiques différentes de ce que les consommateurs avaient peut-être l'usage de consommer. Et donc toute cette notion un peu de filière qu'on ne voit pas forcément, enfin, qui n'est pas au cœur du film, hein, et il est déjà suffisamment complet, mais c'est vrai qu'elle est une part intégrante du système et du changement de système de production. Je trouve qu'il y a une notion aussi de court et de long terme. J'y reviens entre des extrêmes violents et puis des tendances longues. C'est vrai que vous n'avez pas fait le choix de parler de l'irrigation. Hein. C'est qu'il y a beaucoup de tensions, hein, autour de la notion d'irrigation. A-t-elle sa place ou pas, finalement, à court, à moyen et à long terme dans ces systèmes viticoles? En tout cas, elle pose la question du partage des ressources, globalement, en tout cas, de la ressource en eau sur ces territoires. Et peut-être le dernier axe, c'est celui, enfin, rapport d'étonnement, je dirais presque d'émotion, c'est comment, je trouve le film est très réussi pour ça, comment il arrive à insuffler un peu d'anxiogène, hein, d'angoisse. Je trouve qu'il y a quand même tout le début du film, la musique un peu hispanisante, tout ça fait vraiment, je trouve, fait résonner quelque chose d'angoissant qui tend, et puis il y a de temps en temps comme ça des éclaircies, des espoirs. Je trouve que c'est intéressant, et ça fait penser, puisque quand même elle a été programmée de longue date, mais ça fait quand même quelques jours, là, quelques semaines qu'il y a des mouvements qui opposent agriculture, nature et écologie. Bon, en tout cas, où certaines personnes essaient de faire monter les débats autour de ces oppositions. Et voilà, enfin, je trouve que c'est vraiment intéressant aussi qu'on s'interroge sur ces complémentarités qui ne sont pas, je veux dire, c'est pas une lubie, voilà, c'est mis en œuvre par des gens qui finalement arrivent. Alors, ce sera peut-être des questions qui seront posées. Quels sont les modèles économiques et la viabilité de tous ces systèmes-là? Mais moi, ce que je garderai peut-être comme plus grande sensation d'espoir, c'est aussi l'idée que y a des gens qui essayent, probablement qui ratent, et que cette idée de rater, c'est pas grave. Et ça doit donner de l'espoir, je trouve, par rapport au changement de modèle. Et en tout cas, pour nous, chercheurs qui sommes souvent interpellés pour produire de l'expertise, pour donner des solutions, il y a un vertige, hein, qui est qu'en fait, des solutions, on imagine des directions, mais probablement que dans ces directions, il y aura beaucoup de chutes, et que voilà, faut essayer de garder cet espoir pour pouvoir se relever. Donc c'était un peu mes trois dimensions là sur le documentaire. Et encore une fois, enfin, je sais pas, je pense que pas mal de gens sont restés, mais je pense que ça peut faire un débat sympa. Voilà. Merci beaucoup, François Collin. Peut-être Quentin, Géona, je vous invite à réagir à cet étonnement. Déjà, merci beaucoup pour votre réaction à chaud justement sur ce film-là. Et je pense qu'en plus, vous soulevez beaucoup de questions. Je ne sais même pas par laquelle je peux commencer à répondre. Déjà, je voulais juste préciser un truc justement sur la partie eau, parce que justement, vous, c'était plus sur cette partie-là que vous parliez. Une des raisons pour laquelle on n'a pas non plus trop traité l'irrigation, c'est qu'on souhaitait que ça soit un peu plus accessible à différentes appellations, à différents types de vins. Et justement, sur la partie vraiment irrigation, il y avait tellement de choses à dire, c'était un énorme morceau qu'on s'était dit qu'on allait plutôt le garder pour justement les présentations auprès de différentes justement ODG, différents professionnels, et s'adapter à ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'on n'en a pas trop parlé. Et, il y avait une sorte un peu d'opposition entre de l'agriculture qui était vraiment sans utiliser d'irrigation, d'autres qui l'utilisaient mais de manière plus ponctuelle pour faire face à des événements qui étaient extrêmes, parce qu'on a souvent en plus l'image de l'irrigation qui est utilisée un petit peu à outrance pour faire de la production, etc., alors que la plupart des producteurs viticoles réalisent justement de l'irrigation pour faire face à un stress hydrique fort, c'est-à-dire que c'est une solution de dernier recours justement pour pouvoir pallier à un stress hydrique prononcé. Et justement, ce sujet-là, et pour rebondir sur la question justement sur
je sais pas sur quelle question rebondir en particulier. C'est peut-être un peu tôt pour parler de l'aspect social, etc. Ça va être plus à une plus grosse échelle, non? Non, il n'y a pas de... Non. Je vous laisse répondre ce qui vous paraît le plus approprié par rapport à... Bon, moi, du coup, je souhaitais répondre sur la partie sociale, pas de souci. Sur la partie justement gestion de l'eau, entre autres, et vous parlez justement des mouvements qui se passent en ce moment vis-à-vis de l'agriculture. Moi, c'est peut-être le rapprochement est un peu tiré par les cheveux, mais en tout cas, moi, ça m'y fait penser, par exemple, au fait que, par exemple, au Portugal, sur la ressource en eau, il y a aussi des pressions qui sont liées au fait que l'eau peut être accessible, mais n'est pas forcément accessible aux agriculteurs. Il y a aussi cette question-là de la priorisation de qui a l'accès à la ressource. Et par exemple, au Portugal, ça nous arrivait plusieurs fois de voir des agriculteurs qui avaient leur vigne qui était en train de sécher totalement parce qu'il y avait une telle compétition avec les habitations, avec les hôtels, avec les golfs, avec les piscines. Donc ça m'y fait un petit peu penser à cet aspect-là, justement de remettre aussi l'agriculture au centre des priorités, de reprendre aussi les priorités sur notre utilisation des ressources, sur l'utilisation de l'énergie de chacun justement pour cet aspect-là. Et voilà, c'était ma petite digression. J'ai trouvé intéressante, c'est un bon cas. Ce qui me paraissait intéressant aussi, pour revenir sur les modèles, c'est ce partage de l'eau, justement. Ils expliquaient, on parlait en Grèce en particulier, par exemple, que ce n'était pas dans la culture, dans la tradition de collaborer, de travailler ensemble. En France, on est très organisé, c'est ce que nous disait la personne qui commentait. Peut-être, est-ce que l'un d'entre vous peut commenter sur l'enjeu justement de l'accès à l'eau? On parlait de différentes échelles, justement on peut le gérer sur sa parcelle, mais quand on travaille à l'échelle d'un bassin versant, comment on fait pour se mettre d'accord entre viticulteurs? Je ne sais pas, peut-être Louise Nicourt sur cette question. Je crois que celui-là il marche aussi. Pour la question de gestion à l'eau, bon, je suis d'accord ici aussi là, sur la question de la priorisation, et nous on a fait pas mal, on y a fait face l'année dernière dans le Roussillon. Je ne sais pas si vous avez suivi la météorologie du Roussillon l'année dernière, mais il a plus de 180 mm d'eau en un an. C'est moins que le désert subsaharien. Donc, et d'ailleurs, il n'y a toujours pas plu aujourd'hui à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment des questions qui se sont posées, cette priorisation. Là, on est arrivé quand même à des contextes où des habitants n'avaient plus accès à l'eau potable. Donc il y a tout un système qui s'est mis en place, de bidons d'eau livrés aux villageois. Et donc effectivement, il y a cette question de priorité déjà pour que les consommateurs aient accès à de l'eau pour boire. Ensuite, il y a cette notion de priorisation de l'agriculture. Après, je pense qu'il est important de rappeler quand même que la viticulture, c'est une agriculture non essentielle. Donc on a aussi notre responsabilité à jouer là-dedans. On ne produit pas un produit alimentaire nécessaire. Donc il y a cette priorisation qui doit être réfléchie en termes d'agriculture, de priorisation de l'agriculture, et même au sein des filières. Et on voit que, de toute façon, ça va être des débats pour les prochaines années, de savoir un petit peu. On sait tous qu'on aura bientôt potentiellement plus l'accès à l'eau, en tout cas qu'on sera plus priorisé sur les différents bassins viticoles. Ça a déjà été le cas parce que du coup, avec ces contraintes d'eau dans le Roussillon, on était restreint à l'irrigation un jour sur deux, ce qui était logique. Il n'y avait plus d'eau disponible. Du coup, effectivement, on n'a pas pu irriguer des vignes comme on pouvait le faire d'habitude. Et après, ça pose aussi des questions. Nous, chez Advini, du coup, je ne me suis même pas présentée. Je vais commencer par ça. Du coup, Louise Nicourt, donc, je suis chargée de la transition agroécologique des vignobles chez Advini. Et peut-être que quelques mots sur Advini. Donc, on est une entreprise familiale qui existe depuis 1872. Donc, on est coté en bourse, on est quand même un gros groupe, mais qui garde un actionnat familial majoritaire. On est viticulteur et négociant. Donc, on a 2000 hectares sur lesquels on produit, répartis sur à peu près 30 domaines, en France, en Afrique du Sud. Et on a aussi une activité de vinificateur et éleveur sur ces différents bassins français et sud-africains. On a une activité un peu plus diversifiée parce qu'on n'est pas que producteur, on est présent un peu sur toute la chaîne de valeur. On a une activité d'embouteillage, on a une imprimerie, on a du transport. Du coup, ça nous permet vraiment de maîtriser et de voir aussi les impacts du changement climatique sur l'ensemble des étapes de la filière. Et on est quand même une entreprise avec des enjeux de durabilité forts qu'on essaye de pousser par notre raison d'être et par notre gouvernance où l'ESG est assez important. Moi, mon rôle, c'est essayer d'accompagner nos vignobles dans cette transition, voilà, pour recontextualiser un petit peu. Et donc, du coup, dans le Roussillon, là, ces grosses problématiques, c'est ça qui nous... En fait, là, finalement, on a un peu un aperçu de ce qui va nous arriver dans pas très longtemps, mais on commence déjà à le voir, nous, dans le Roussillon, par rapport à nos autres vignobles en France. Et cette question d'accès à l'eau, on doit commencer déjà à l'anticiper. Donc, l'irrigation, comme tu disais, c'est un peu le dernier recours. Je
Je pense que d'abord, et je pense qu'on peut peut-être revenir un peu sur les différentes pratiques qui ont été mises en avant, il faut essayer d'anticiper pour déjà faire en sorte que notre système de vigne soit plus résilient vis-à-vis du manque d'eau. Donc il y a toutes ces réflexions sur la diversification du matériel végétal qu'ils ont évoqué, tout ce qui est sélection massale, greffage en place. C'est aussi des facteurs qu'on essaye de mettre en place chez nous. Cette réflexion nouveaux cépages. Là, on parlait de cépages étrangers, mais en fait, les cépages qu'ils ont en Grèce, nous, on essaye de les tester en France. Là, on a plusieurs vignobles, on a essayé la Certico. On voit un petit peu, on essaie, on expérimente, pour l'instant à une échelle encore un peu pilote, et on va voir ce que ça va donner. Après, il y a tout ce qui est essayer de suivre un peu les consommations, les besoins en eau de nos vignes. Donc, c'est tout ce qui est champ à pression, modélisation, ça rappelle un peu aux nouvelles technologies. Et vraiment, quand on n'a plus trop le choix, là, on irrigue, on apporte de l'eau, mais en essayant d'optimiser, apporter juste la bonne quantité d'eau. Et je pense que c'est ça qu'il va falloir faire ces prochaines années, avec une ressource qui est de plus en plus limitée. On ne pourra pas irriguer autant qu'on le fait actuellement. Il faut faire en sorte que chaque goutte d'eau qu'on apporte à la vigne, si on doit le faire, compte et soit bien assimilée par la plante. Donc je pense que c'est plutôt sur ces réflexions globalisées qu'il faut avoir au niveau d'irrigation. Merci. Oui, bien sûr. Peut-être un autre rapport d'étonnement, Nina Graveline ou... Bonjour. Donc Nina Graveline, je suis chercheuse à l'UMR Innovation et je suis économiste agricole et de l'environnement et je travaille en particulier sur les questions d'adaptation au changement climatique et notamment avec un aspect irrigation. Donc en ce moment, je m'intéresse pas mal au développement de l'irrigation de la vigne dans le bassin méditerranéen français, plutôt Languedoc-Roussillon. Donc pour compléter, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui s'est dit. Je pense qu'en France, alors je ne connais pas bien les autres terroirs que vous évoquez, qui sont plus au sud. Je pense que ce qui est intéressant de porter à connaissance du débat et même du grand public, c'est qu'effectivement, en ce moment, on assiste à un développement de cette solution, l'irrigation sur la vigne. Et en termes de changement d'échelle et puis de futur, quelque chose qui est important, mais vous l'avez évoqué dans votre débat, c'est vraiment de porter à connaissance que c'est quelque chose qui se passe et de se dire, voilà, est-ce que le citoyen est prêt à... Parce que tout ça, derrière, il y a des politiques publiques de soutien au développement de l'irrigation, soit pour des arguments d'adaptation au changement climatique, le plus souvent plutôt sur des politiques de développement rural, le second pilier de la PAC depuis longtemps. Donc ça continue toujours aujourd'hui, alors que dans certains bassins, effectivement, on est dans des situations de déséquilibre, François en a parlé, et malgré tout, on continue à promouvoir, même avec des finances publiques, le développement de cette solution, qui effectivement, à l'échelle individuelle, est une solution... j'ai l'impression comme ça que c'est souvent quand même la solution qui peut apporter le plus de bénéfices au rapport de ses coûts, parce qu'elle est même d'un point de vue... techniquement, on comprend clairement pourquoi est-ce qu'on a intérêt à irriguer la vigne. Mais en revanche, effectivement, à long terme, vous l'avez dit, il y a des arrêtés de restriction qu'on a vus dans tout le bassin méditerranéen cet été, et finalement des agriculteurs qui sont équipés et qui ne se retrouvent dans l'incapacité d'avoir recours à cette solution. Donc quelque chose à réfléchir aussi, c'est... si on va dans cette solution, se dire ça ne peut pas être la seule, mais vous l'avez dit, parce que potentiellement en fait, on ne pourra plus actionner ce joker dans quelques années. Et donc réfléchir à ce que cette solution-là, en tout cas à l'échelle macro, au-delà de l'exploitation, ne devienne pas une maladaptation. Et donc de réfléchir, je pense que c'est ça qui est intéressant. Moi, je ne suis pas du tout pour dire ça ne doit plus faire partie du panier de solutions, mais de réfléchir dans quelle mesure est-ce que cette adaptation est viable à long terme et dans quelles conditions elle ne devient pas une maladaptation, que ce soit à l'échelle individuelle ou collective. Et cette réflexion, je pense qu'elle est importante pour les politiques publiques, et dès lors qu'on est réfléchi à des échelles territoriales où on n'est effectivement pas la seule filière à avoir besoin d'eau. Et comme tu le disais, Louise, c'est probablement même la dernière en termes de justification. En France, il y a déjà, comme dans tous les pays européens, une liste vraiment de priorités. Donc, top, c'est la sécurité civile, les incendies, l'eau potable. En dernier vient l'agriculture, et on le voit dans certains arrêtés, des distinctions même au sein des filières. Merci. Oui, bien sûr. Et ensuite, Aurélie Guittet. Pour
enfoncer encore le clou. Hein, je crois que le mot maladaptation ou évitement partiel, en tout cas, il est important. Je vais dire une chose très très simple. Hein, plus on a besoin d'eau, en général, moins il y en a de disponible. Et ça, c'est souvent quelque chose qui n'est pas du tout regardé en face, en particulier par rapport aux ouvrages de stockage qui sont souvent avancés comme des solutions dites de bon sens, avec plein de guillemets. Voilà, il ne faut pas oublier que, en général, la ressource en eau est peu disponible quand la sécheresse est dense et donc quand les cultures en ont besoin. Donc là, il y a quand même fondamentalement un problème initial, quoi. C'est pour ça que je trouvais que la notion de temporalité de l'irrigation, hein, on pourra peut-être en parler, pour initier peut-être une prise de risque, ça a du sens. Effectivement, la pensée sur du long terme, voilà, il y a très peu de situations, en tout cas quand on regarde les hydrosystèmes, qui le permettent. On va limiter et n'hésitez pas à vous présenter bien sûr avant. Oui, merci. Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie Meutet, je suis agronome, enseignante ici à l'Institut Agro et je travaille dans un collectif de chercheurs qui s'occupe de diversification des systèmes de culture. Et j'anime la chaire Agro6 avec François et Valentina. Ouais, moi je voulais juste réagir sur un terme qui a été évoqué plusieurs fois. Donc d'abord un grand merci pour le film, vraiment stimulant, je vais résumer comme ça. Un terme qui a été cité plusieurs fois, le terme de bouquet de solutions, le bouquet de solutions technologiques, techniques, etc. Donc en tant qu'agronome, plutôt à une échelle parcelle, ce que je trouve intéressant là, c'est qu'on voit qu'il y a plein de pistes possibles. On voit que, comme vous avez fait le choix très fort de faire témoigner les gens qui font, c'est-à-dire les agriculteurs, les agricultrices, on voit concrètement comment se traduit cette gestion du risque accru lié au changement climatique, avec des choses très court terme et des choses moyen terme. Là où je m'interroge plus, c'est le long terme de ces changements. D'ailleurs, il y a un des agriculteurs qui dit le short terme, on va s'en sortir peut-être avec des techniques, changer le système de conduite, quoique ça prend quand même un peu de temps, changer les systèmes plantés. Donc là, il y a des choix variétaux sur des décennies. Mais par contre, le long terme, c'est le changement de modèle. Et là, c'est vrai qu'on panique tous un peu, ou en tout cas, on a moins les idées claires. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça identifie bien les deux pistes. Et que dans le court terme, on est en capacité d'envisager des bouquets de solutions qu'on compose de manière plus ou moins harmonieuse dans les parcelles agricoles. Donc, c'était le premier point que je voulais souligner. Le deuxième point, c'est la piste de la diversification. Donc, je vous disais, dans notre collectif à Apsis, on travaille sur la diversification des systèmes de pérennes, c'est-à-dire, en d'autres termes, pas que la vigne. Et là, ce qui m'interroge, c'est qu'on a vu les couverts végétaux. Alors, ça ne me déplaît pas du tout qu'on voit les couverts végétaux. Je trouve que c'est évidemment une piste intéressante. Par contre, on ne voit pas les autres productions. On a un petit peu l'impression que la vigne, c'est la vigne toute seule dans ses paysages. Et il me semble que dans les travaux récents ou dans les recherches récentes, et puis aussi les collectifs de viticulteurs, viticultrices qui se montent à travers les GI2E, les choses comme ça, ou les collectifs d'agriculteurs, pardon, au sens large, il y a bien l'idée que c'est l'organisation ensemble de l'agriculture et éventuellement d'autres activités, donc une diversification à une échelle plus large que strictement celle de la parcelle, qui peut être intéressante à porter, notamment pour arbitrer des cas difficiles de partage de la ressource entre, je ne sais pas, une production maraîchère, une production viticole, une zone où on ne produit rien et on laisse tout s'infiltrer, etc., etc. Donc voilà, j'ai bien aimé cette articulation court terme, long terme sur l'aspect bouquet de solutions. Puis ça ouvre des perspectives pour l'organisation peut-être d'autres activités viticoles. Merci. Quentin, oui. Je voulais juste en profiter pour signaler que bien sûr, le public peut poser des questions. N'hésitez pas à faire signe, on vous passera un micro pour poser des questions. Voilà. Et du coup, encore une fois, merci beaucoup. Ça me fait beaucoup plaisir que vous ayez apprécié en tout cas ce travail. Du coup, je souhaitais répondre sur l'aspect justement des différentes échelles de temps pour répondre aux problèmes du changement climatique. Je suis d'accord avec vous que justement l'échelle à court terme et à moyen terme qu'on a principalement traité est celle sur laquelle il y a le plus, on va dire, de marge d'action pour l'instant, et aussi sur lesquelles on a le plus, en tout cas, de recul qu'on a pu voir pour l'instant, qui commence déjà à être expérimenté, à être testé.
Par exemple, on a justement chacun des producteurs qui présentaient des techniques d'adaptation, mais en général, si on les présentait, c'est parce qu'on l'a retrouvé chez plusieurs producteurs en même temps, et donc il y en a un seul qui l'illustrait, mais c'était que du coup, il avait en tout cas une occurrence, qu'on l'avait retrouvé régulièrement. Mais par contre, sur l'aspect long terme, en fait, l'adaptation sur le long terme, il y a deux points principaux, qui est du coup le point de l'atténuation. Commençons d'abord par l'aspect vraiment adaptation sur le long terme. On est d'accord, ce qui en ressort, c'est plutôt l'aspect changement de modèle, changement de système de production, de distribution et même de consommation, qui est du coup plus le dernier aspect du film qu'on a traité. Mais il y a aussi du coup la partie atténuation. Sachant que justement l'agriculture utilise des terres, les espèces végétales participent justement à la fixation de ce carbone-là. Les activités industrielles, on peut réduire justement on peut améliorer leur efficience énergétique, on peut essayer d'améliorer leur efficience énergétique. On ne l'a pas trop traité cette partie-là parce que ça arrivait un peu mal à s'intégrer, mais par exemple, un des producteurs qui nous avait le plus intéressé à ce sujet-là, c'était Miguel Torres en Catalogne, qui est du coup un producteur qui, un peu comme Advini, qui possède plusieurs domaines et qui font aussi du négoce, du transport de vin, etc. Et ils avaient pu lancer beaucoup d'expérimentations sur ces aspects d'atténuation. Donc par exemple, on avait, pas vraiment atténuation, mais par exemple l'agriculture régénérative qui devient de plus en plus intéressante pour régénérer les sols. L'hydrologie justement régénérative aussi. Il y avait la réutilisation du CO2 dans les cuves en fermentation pour inerter certaines cuves. On avait de l'utilisation de la biomasse pour créer de l'énergie. Donc il y avait plein de petites techniques par-ci par-là qui se développaient, des prototypes, un corps ou des choses qui étaient déjà à l'expérimentation depuis longtemps et qui justement initiaient en tout cas un premier pas. Et donc c'est pour ça que je traite cet exemple-là, c'est parce qu'il y avait aussi cet aspect que ceux qui peuvent voir sur le long terme, pareil pour Librandi qui parlait de son aspect marketing, en général ce sont plutôt des grosses structures qui ont du coup du financement, qui peuvent se permettre d'investir dans la recherche et développement et qui ne sont pas, qui subissent moins on va dire le changement climatique, qui sont plus justement proactifs pour y répondre, mais parce qu'il y a tout cet aspect financement et d'une certaine manière consortium d'énergie et d'argent justement. Et justement c'est pour ça que je pense qu'on va arriver du coup à une autre question que Philippe devait avoir en tête justement sur cet aspect. Juste pour rebondir. Là c'est bon, oui. Juste pour rebondir par rapport à ce que tu disais sur l'atténuation, c'est exactement ce à quoi j'avais pensé aussi. Parce que là du coup on a vu pas mal de mesures d'adaptation finalement quand même, parce qu'on commençait à s'adapter au changement climatique. Mais on a quand même tous notre responsabilité dans les changements climatiques actuels, et donc du coup la première étape c'est effectivement réfléchir à cette atténuation, mais déjà essayer de la cartographier, savoir un peu où sont nos impacts. Donc nous, chez Advini, on vient de finir notre premier bilan carbone, quand on avait fait sur l'année quand même 2021. On les a fait sur les 3 scopes, donc c'est des travaux qui permettent vraiment de quantifier nos émissions carbone sur l'ensemble d'une année, sur notre production, mais aussi en prenant en compte nos fournisseurs, nos achats. Et je trouve que c'est vraiment un travail qui est nécessaire, parce que ça permet vraiment d'identifier les principales postes d'émissions carbone. Pour ceux qui n'ont jamais fait attention à un bilan carbone de la filière vin, on ne se doute pas par exemple que le premier poste émetteur c'est l'emballage. Là on en parlait justement un peu des fournisseurs de bouteilles. Nous c'était 42% de notre bilan carbone qui était juste dû à notre bouteille en verre. On ne regardait même pas tout le reste, la viticulture, c'était vraiment le poids 42% des bouteilles en verre. Donc ce qui nous indique que dans notre stratégie de décarbonation, le premier travail à faire qui va avoir le plus d'impact, c'est le travail des équipes marketing pour essayer de diminuer le poids des bouteilles, mais qui demande aussi d'impliquer nos fournisseurs, parce que le poids des bouteilles, on est un peu dépendant de ce que nous proposent les verriers. Donc c'est aussi un travail qui doit être fait en concertation avec ces acteurs-là. Mais voilà, ça permet d'identifier un peu les principaux postes d'émission. Notre deuxième facteur d'émission, c'est les achats. Parce que dans les achats, il y a cet achat vin, parce qu'on a une grosse activité de négoce, et que dans cette activité de négoce, on ne sait pas forcément pour l'instant ce qu'on achète, les pratiques viticoles des personnes à qui on achète. On a des labellisations bio, on a des labellisations AGVE, mais pour l'instant il n'existe pas encore de certificat, de certification vraiment carbone. Il y a le label bas carbone qui se développe, donc on essaie de regarder un peu ça. Mais pour l'instant, on ne sait pas combien émet en termes de carbone le vin qu'on achète, combien de carbone a été dépensé. Et du coup, c'est
là aussi, on s'est rendu compte qu'il allait vraiment falloir travailler un peu plus avec nos fournisseurs, enfin ceux qui nous apportent du raisin, pour essayer d'identifier déjà, préciser ce facteur d'émission, et ensuite venir les aider à essayer de le réduire. Donc je pense que cette partie anticipation, enfin atténuation, c'est la première étape avant d'activer les leviers d'adaptation dont on a parlé, matériel végétal, et on parlait d'hydrologie régénérative. Nous, c'est quelque chose qu'on essaye de réfléchir, mais là, typiquement, le changement d'échelle, il est sur le coup nécessaire. On ne peut pas le faire raisonner juste à l'échelle d'une parcelle, on est obligé de le raisonner à l'échelle de tout un paysage, d'un bassin versant, parce que l'hydrologie régénérative, pour ceux qui ne savent pas trop, c'est essayer de réfléchir les écoulements d'eau pour faire en sorte que, par exemple, s'il y a un gros épisode cévenol ou un gros épisode pluvieux, l'eau ne ravine pas jusque dans la pente, mais plutôt réfléchir à la ralentir, la recanaliser, la stocker très temporairement, vraiment avec des petites mares ou des petits paliers, littéralement, pour conduire l'eau et faire en sorte qu'elle ait le temps de s'infiltrer dans le sol de la parcelle. Mais ça, du coup, ça se réfléchit à l'échelle du paysage, potentiellement avec d'autres producteurs, parce qu'on n'est pas forcément propriétaire sur tout le bassin versant. Et là, c'est là qu'il y a des collectifs. Là, tu parlais du CIVAM. Nous, on fait partie du CIVAM Bio 66, typiquement dans le Roussillon, où là, on est en train de réfléchir à co-construire des projets ensemble. Et sans ça, pour ces leviers-là, en tout cas, ce ne sera pas possible autrement. Aurélie, il y avait un élément sur lequel vous souhaitiez répondre. Je voulais juste réagir au fait que dans ta réponse, il y avait l'idée que les structures les plus à même de s'adapter étaient les grosses structures capables d'investir du temps, de l'argent sur de la recherche et développement. J'ai envie de croire que ce n'est pas le cas. Je crois que ce n'est pas complètement le cas, dans la mesure où il y a aussi des collectifs plus petits qui peuvent se coordonner, travailler. Alors il y a des exemples d'ateliers participatifs sur la réflexion d'évolution des modèles agricoles à l'initiative soit d'agriculteurs eux-mêmes, soit de chambres, et puis de chercheurs éventuellement. Donc je sais bien que ce n'était pas tout à fait le propos, mais c'était juste pour parler de ces collectifs-là aussi, et rapporter, peut-être que Nina en parlera aussi, un travail assez récent dans la région, donc à travers un projet d'adaptation au changement climatique, la CAB, où il s'était agi, et donc à l'échelle d'un bassin versant à l'ouest de Montpellier, de réfléchir à toutes les adaptations possibles pour gérer le changement climatique. Et ce qui était très intéressant, c'était que sur la centaine de viticulteurs concernés par le bassin versant, lors des ateliers participatifs, tout un tas de leviers avaient été imaginés, différents suivant les zones du bassin versant, qu'il s'agisse de la plaine ou des coteaux. Et donc c'était vraiment l'intelligence collective de ces ateliers qui avait fait émerger les bouquets de solutions dont on parlait tout à l'heure, les plus à même d'être mis en œuvre, compte tenu d'un élément dont on n'a pas encore parlé, qui était principalement la taille des exploitations, leur niveau d'équipement et leur capacité à investir dans des changements de pratiques, dans des nouvelles plantations, etc. C'est là peut-être qu'on peut orienter aussi vers les soutiens à ces investissements qui existent aujourd'hui, qui sont très variables suivant les filières de production agricole. Et la viticulture est assez soutenue, souvent, par rapport à d'autres filières. Enfin, ce n'est pas la seule, mais ça pose aussi question par rapport à son maintien dans certains paysages agricoles. Voilà. Ouais, oui, donc effectivement, c'est vrai que les modèles qu'on voit dans le film, c'est des modèles très ambitieux, où on se dit il y a beaucoup d'efforts, de travail supplémentaire et vraiment de motivation. Et en gros, on se dit soit il y a ça, soit il y a la valorisation par le marché. Ou alors, effectivement, troisième voie que tu évoquais, le soutien public, si on veut un peu changer d'échelle et emmener tout le monde et pas uniquement des domaines, soit avec des capitaux extérieurs, parce que le vin est quand même un monde un peu particulier dans l'agriculture, où on voit des exploitations qui sont finalement des fleurons dans lesquels il y a des capitaux extérieurs qui arrivent, et où il y a des chefs d'exploitation qui travaillent un peu sans limite de ressources, mais c'est vrai que ce n'est pas la majorité des modèles. Donc voilà, la grosse question, c'est qui est ces modèles un petit peu vitrines, soit avec beaucoup d'investissement ou avec de la passion, des familles entières qui travaillent nuit et jour avec un savoir-faire, une connaissance du terroir. Mais si on veut emmener tout le monde, c'est la question de comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on, à la fois, on rassure des petits exploitants avec moins de moyens dans ces prises de risques, parce qu'en fait, ces nouvelles pratiques, que ce soit la diversification ou d'autres techniques, c'est des prises de risques. Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Il y a déjà au moins partagé ça dans des collectifs. Ça en montre que c'est vrai que c'est déjà un support presque moral important de se dire je ne suis pas tout seul dans ma barque à prendre ce risque-là. Mais après, effectivement, il y a sûrement d'autres mécanismes financiers d'accompagnement. Donc c'est toute cette ingénierie de l'accompagnement qui est à prévoir. Et
et de peut-être, donc si on repart sur les politiques publiques, de se dire quels sont les financements, bon, vu qu'on sait que c'est une denrée rare aussi, hein, les subventions publiques, se dire voilà, est-ce qu'on ne peut pas faire un petit état des lieux sur tous les soutiens qu'on apporte aujourd'hui à l'agriculture, déjà identifier tout ce qui peut être considéré peut-être comme des soutiens qui sont plus totalement d'actualité, qui finalement ne font que encourager un statu quo. Bon, c'est quelque chose qu'on pourrait dire là sur la crise qui se passe aujourd'hui. Voilà, finalement, toutes les réponses, même certaines réponses du gouvernement qui sont des pansements de court terme, bon, en fait, ça va que faire voilà, prolonger et perdurer un statu quo. Et finalement, ceux qui prennent des risques, bon, c'est un petit peu les moutons noirs, soit parce qu'ils ont de l'argent, de la famille, parce qu'ils ont une usine, je ne sais pas où ailleurs, ou des gens qui sont prêts à vivre de rien, quoi. Donc je pense que c'est aussi important de montrer la difficulté pour des modèles standards, peut-être qui ne sont pas ingénieurs agronomes, qui n'ont pas accès à toutes ces ressources d'innovation, qu'elles soient cognitives ou plus financières. Voilà, comment est-ce qu'on emmène tout le monde, quoi. Il y a peut-être aussi un point qui j'imagine, est comparable dans tous les pays d'Europe, là, c'est le renouvellement des générations. Se dire qu'on a quand même peut-être une opportunité à jouer. C'est vrai, quand on a 60 ans, qu'il nous reste 3 ans, on va peut-être pas tester des nouveaux cépages, on va peut-être pas changer la façon dont on travaille le sol, etc. En revanche, se dire que là, potentiellement, il y a une nouvelle génération de gens qui vont accéder à la terre, alors soit parce qu'ils sont déjà dans ce monde-là ou des nouveaux entrants, et que voilà, préparer aussi un petit peu ça en termes d'accompagnement avec cette opportunité pour changer un peu de direction. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Merci. J'avais une question sur les solutions que vous avez vues. Vous en présentez quelques-unes et je comprends que c'était peut-être pas l'objectif du film de tout montrer. Est-ce qu'il y en a... Alors déjà, quel est le support que vous avez choisi? Du coup, vous parliez d'articles scientifiques ou est-ce que vous avez d'autres moyens de communication? Est-ce que vous avez fait un répertoire justement de ces méthodes éventuellement innovantes pour s'adapter? Et est-ce qu'il y en a certaines en particulier qui vous ont interpellé, que vous ne connaissiez pas, qui seraient intéressantes juste d'énoncer comme ça pour avoir une idée? Ou est-ce que c'était généralement toujours les mêmes adaptations qui revenaient? Voilà, quel est votre point de vue assez général, puisque vous avez vu quand même beaucoup d'exploitations? C'était 60 exploitations, et on avait répertorié je crois que c'était 70 choses en global. Enfin, quand je dis choses, c'est parce qu'il y avait effets, techniques d'adaptation, techniques d'atténuation. Alors, en fait, déjà, il y avait... on a obtenu des réponses différentes en fonction de chacune des exploitations, c'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé directement en sachant directement ce qu'on voulait trouver. On avait fait déjà on s'était renseigné quand même, on était déjà intéressé par le sujet. Mais du coup, quand on a commencé à réaliser les interviews des producteurs, il y avait un peu un mélange entre, d'une part, ce qu'on voyait directement, le moment de la saison à laquelle on était. Par exemple, si on était au débourrement, on a beaucoup parlé du gel avec les producteurs d'Espagne, parce qu'il y avait aussi toutes les thématiques, cette problématique-là en Bourgogne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2021, il y avait des bougies partout dans les vignobles parce que le vignoble avait été gelé. Donc, par exemple, en Espagne, on avait beaucoup traité ça, toutes les thématiques qui étaient liées au gel. Quand on est arrivé en Italie et en Grèce, on avait déjà des raisins. Donc là, on était plus sur les thématiques du flétrissement. On a pris les vagues de chaleur en Sicile à 48 degrés et des vents secs. Donc en fait, il y avait un peu un mix de ce qui se produisait à ce moment-là, ce qu'on découvrait progressivement en plus, parce qu'au fur et à mesure de l'expérience, on a aussi modifié notre perception. Enfin, on en a appris beaucoup plus. On a commencé à réaliser qu'il y avait des problématiques qu'on connaissait, des problématiques qu'on connaissait mais qu'on ne pensait pas que c'était aussi grave, d'autres qu'on ne connaissait pas. Enfin, il y avait tout cet aspect-là. Et sur les techniques qui nous ont marqués, on a tous été marqués par des choses différentes.
Déjà, du coup, pour répondre sur l'exhaustivité des techniques, comme je disais, on n'en a présenté que quelques-unes, plus pour pouvoir lancer des débats, que les gens nous posent des questions et qu'on puisse développer sur telle chose en fonction de l'opportunité. Mais en fait, on a principalement présenté ces techniques-là auprès des professionnels qui nous ont soutenus, aussi des chairs qui étaient là aussi pour nous soutenir. Et chacun avait des intérêts différents parce que deux choses. Déjà, pour rebondir, le bouquet, la cohorte de solutions, il n'y a pas de solution miracle. On ne va pas tout sauver avec l'irrigation, on ne va pas tout sauver avec du greffage en place. On va faire plein de petites techniques qu'on va appliquer ponctuellement. Et donc, entre autres, c'est pour ça que ça requiert beaucoup de connaissances, beaucoup de techniques, de connaissances de son terrain, de son terroir, pour pouvoir choisir quelle cohorte de techniques on va utiliser précisément et les optimiser. Et seconde chose, oui, et donc du coup, quand on arrivait auprès de nos partenaires, on avait Perrier-Jouët qui, eux, l'irrigation, c'était pas du tout pertinent d'en discuter. Ici, c'est pertinent d'en discuter. Quand on était chez Rémi Martin, le greffage sur place, ça nous intéresse bien. C'était vraiment en fonction des producteurs, enfin, en tout cas des partenaires qu'est-ce qui les intéresse le plus, qu'est-ce qui vont le plus les aider, c'était ça le truc, qu'est-ce qui pourrait les aider le plus, en tout cas. Est-ce que ça répond à la question ? Oui, on a fait partiellement ça. On n'a pas fait une liste exhaustive de toutes les techniques, mais du coup on a communiqué à la chaire Vinévin et à la chaire Agrosys justement un exemple de... on a fait un fichier en gros avec les effets du changement climatique et des conséquences sur la vigne, des techniques d'adaptation en fonction, que ce soit pour l'eau, pour la modification des arômes. On a sectorisé en thématique justement l'adaptation, les effets et l'atténuation. Et en gros, comme encore une fois, on ne pouvait pas dire que notre expérimentation, enfin, c'était totalement scientifique, on a fait en fait un système de témoignage. C'est-à-dire qu'en gros, la chaire Agrosys a un PowerPoint avec du coup des producteurs qui présentent un effet, une technique ou une atténuation, expliquent comment ça se passe dans leur appellation, on le contextualise en montrant dans quelle zone cette personne-là a parlé. Quels ont été, je sais pas, par exemple, pour une technique d'adaptation, quels sont les avantages qu'elle donne, quels sont les inconvénients, qu'est-ce qu'on doit mettre en place autour. Donc on a ce petit PowerPoint qui, normalement, devrait être accessible sur la chaîne d'Agrosys et de Vinévin. Voilà. Je profite juste de cette question pour faire un peu de pub pour une plateforme qu'on a développée à l'UMR Innovation qui s'appelle Vineas. Et qui se veut, on va dire, une plateforme collaborative, centre de ressources, plateforme collaborative autour de vignes, vins, changement climatique, autour de la Méditerranée, voire un peu plus loin aussi. Et donc là-dedans, notamment, il y a un tableau un peu qui propose une grande typologie sur ces leviers d'adaptation, un peu moins sur l'atténuation, mais il y a aussi l'atténuation, avec un peu des fiches génériques. Donc là où on invite toute la communauté scientifique, il y en a déjà dans la salle qui contribuent, avec une validité scientifique de ces fiches génériques, mais l'idée de la plateforme, c'est vraiment après de recenser l'ensemble des acteurs, des événements, des documents, donc publications, rapports, mais aussi des choses beaucoup plus terrain. Par exemple, tout ce que vous avez pu produire y trouverait sa place, et des solutions beaucoup plus spécifiques, par exemple un agriculteur qui peut vraiment venir détailler une solution très technique avec des résultats d'expérimentation. Moi, je me suis noté quelques noms, là, notamment le type en Calabre, là, qui a l'air de faire un... Voilà, ce serait vraiment génial qu'il soit sur la plateforme. En tout cas, je vous invite tous à aller y jeter un coup d'œil, voilà, dispo pour en discuter. Patrice Tis, oui, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Merci beaucoup, Quentin. J'ai vraiment beaucoup apprécié votre travail. En plus, je suis généticien, donc j'ai particulièrement apprécié cette partie sur la diversité génétique. Mais ce n'était pas ça ma question. En introduction, vous aviez dit effectivement que vous aviez un peu été aidé, mais je me posais la question. Enfin voilà, là vous nous avez présenté 60. Vous avez été voir 60 viticulteurs sur les, je sais pas, les
100 000 qu'on a en Europe. Pourquoi vous avez... Enfin, en fait, ma question, c'était comment et pourquoi vous aviez choisi cela, en fait. Mais je crois que j'avais déjà commencé à répondre un peu à ça. On avait fait déjà du repérage sur Internet, on avait cherché déjà de base des producteurs en se focalisant bien évidemment vers le bio et le biodynamie, vu que c'était ceux qui en tout cas nous inspiraient le plus. Mais on a envoyé beaucoup de mails, on a eu très peu de réponses, mais après on leur a envoyé 6 mois en avance, donc ils étaient... Bon, je pense que sur le coup il n'y avait pas trop d'urgence. Mais en fait, la majorité, on les a trouvés en étant directement sur place, en recherchant, en appelant, en disant bonjour, on aime beaucoup ce que vous faites, est-ce qu'on peut venir pour vous interviewer? Oui, non. Et derrière, en fait, quand on avait par exemple un producteur qui était intéressant, qui avait développé des techniques, on lui disait, excusez-moi, est-ce que vous n'aurez pas un ami qui ferait des choses dans la région? Vous avez des personnes qui vous inspirent en tout cas. Et donc du coup, en fait... Ouais, ça vous a permis d'aller un petit peu. Ça fonctionne par réseau, par maillage, et, typiquement comme la plateforme Vinéa justement, où c'est telle personne qui connaît telle autre personne. Oui, mais finalement, effectivement, les gens qui vous ont répondu, ce sont aussi des gens qui sont extrêmement impliqués dans cette action-là et qui, on le voit bien, ils y croient et voilà, c'est peut-être un tout petit biais. Mais ceci dit, c'est super intéressant. Merci. On a vu quelques conventionnels aussi pour avoir justement pour avoir aussi leur point de vue, parce que c'est somme toute aussi intéressant de voir pourquoi certains ne veulent pas forcément ou n'ont pas encore les moyens. Je rebondis sur ce sujet-là. Il y a, comme on disait, les grosses structures ont la trésorerie, ont les équipes de R&D qui leur permettent justement de rechercher des techniques d'adaptation, accéder à l'information et derrière l'expérimenter et in fine du coup l'adopter et le pérenniser, l'améliorer in fine. Mais il y a aussi beaucoup d'exploitations qui n'ont déjà pas l'accès à cette information, d'où l'intérêt en tout cas de notre documentaire et de justement la plateforme Vinéas, de la structure d'Advini qui peut conseiller. Et le dernier point, c'est aussi certaines exploitations n'ont pas la trésorerie. C'est aussi ça le truc, c'est... La vigne, mine de rien, faire du vin, on va dire que c'est relativement simple d'un point de vue économique, entre grosses guillemets, ne me tuez pas s'il vous plaît, viticulteurs, parce qu'il y a des plus-values qui sont supérieures à ce qu'on peut trouver dans d'autres productions agricoles. Donc, d'une certaine manière, il y a un meilleur financement. Et du coup, l'exemple que j'ai par exemple, c'était Seigneuriaux de Barraronda en Murcie, qui était du coup une énorme coopérative qui comptabilisait 1000 hectares et qui, en plus dans des terroirs très secs, et qui justement essayait de passer le cap, de passer en bio, de mener des expérimentations sur l'agriculture régénérative, pareil, les couverts végétaux, etc. Et on avait cet œnologue qui nous avait beaucoup marqué parce que, pareil, on voulait lancer un interview en parlant, oui, alors c'est compliqué, la thématique de l'eau, vous n'avez pas trop d'eau. Et en fait, il disait, oui, en fait, le plus compliqué pour moi actuellement, et ce qui m'intéresse le plus, c'est si je veux que mes viticulteurs adoptent des techniques qui soient écologiques, soucieuses de l'environnement, résilientes face au changement climatique, mon principal cheval de bataille, ça va être surtout qu'ils puissent vivre, qu'ils aient l'argent pour pouvoir faire ces améliorations-là et qu'ils puissent vivre vraiment dignement de leur production. Et c'était vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur parce que il avait sa famille qui vivait depuis justement vraiment des décennies en Murcie, et il racontait comment beaucoup de viticulteurs qui historiquement faisaient de la vigne mais aussi d'autres cultures, il n'y a pas que des viticulteurs, il y a aussi des polyculteurs, certains qui sont associés avec de l'élevage. Et il disait, le problème, c'est comme les négociants, les coopératives n'achetaient pas le raisin à un prix qui était suffisant, beaucoup de viticulteurs décident d'abandonner tout simplement et tout bonnement la vigne. Donc en fait, lui, son cheval de bataille, c'était ça, c'était si je veux déjà garder mes viticulteurs, qui continuent à produire et produire pour moi, il faut que je les paye bien. Mais en plus, si j'exige d'eux de me fournir de la production bio, de réduire les IFT, les traitements, la fréquence des traitements. Derrière, il faut que je puisse leur donner la trésorerie pour le réaliser et je dois pouvoir les accompagner financièrement et d'un point de vue information. Donc, je trouvais que c'était très intéressant et ça rebondit avec la situation qu'on a actuellement aussi par ailleurs vis-à-vis des agriculteurs.
où il faut qu'on puisse, c'est les 3 piliers du développement durable, hein. Concrètement, il y a ce dernier pilier qui est, il faut que ça soit social, il faut qu'on puisse faire vivre des gens. Ils ne peuvent pas se soucier de la fin du monde s'ils n'ont pas la fin du mois. Je voulais rebondir par rapport à ça parce que c'est des questions qui sont très pertinentes, hein, vis-à-vis du climat actuel. Je crois qu'il y a une question aussi là, je réagis juste par rapport à ça. Nous, on est structure de négoce. Du coup, c'est un peu différent des systèmes coopérateurs où c'est des apportants. Enfin, nous, c'est des apportants, c'est des entreprises externes à notre structure à qui on achète du vin. Les coopérateurs, ils font partie d'un groupement et du coup, il y a souvent des systèmes collectifs qui se développent, d'accompagnement, de gratification quand ils mettent en place des démarches environnementales. Sur le système de négoce, pour nous, c'est un vrai enjeu, c'est sur lequel on essaie de travailler parce que, en fait, on achète du vin à des viticulteurs et en fait, nous, pour pouvoir justement les aider à valoriser davantage ces pratiques environnementales, il nous faut des cadres. Il y avait des cadres du bio, il y avait des cadres du HVE avec des certifications. Là, on a reparlé tout à l'heure de label bas carbone, ce sera peut-être un cadre pour nous aider à valoriser davantage des pratiques de durabilité et qui permettront de stocker du carbone. Mais l'étape qui manque encore après, on en a parlé un peu au tout début, c'est le prix que le consommateur est prêt à payer pour ces produits-là, pour ces pratiques. Et il y a toute cette notion de réussir à rendre transparent les pratiques que mettent en place les viticulteurs aux consommateurs pour qu'ils aient envie de payer davantage. Il y a une sensibilisation aux enjeux du changement climatique, c'est pour ça que je crois que ce film joue parfaitement son rôle, hein, pour essayer de sensibiliser, pour leur faire comprendre qu'il y a vraiment des enjeux et qu'il faut aider les vignerons à favoriser des pratiques durables comme celle-ci. Mais aujourd'hui, il nous manque cette case de le consommateur, quand tu lui demandes ce que c'est un produit bio, pour lui nous répondre c'est un produit sans pesticides. Non, c'est sans pesticides de synthèse. Il y a cette transparence qui manque dans la filière. Et il y a aussi toute une éducation aux valeurs environnementales, personne ne le comprend, ou alors c'est pas forcément mal compris. Et quand on commence à parler d'agriculture régénérative, de biodynamie, là on complique tout, il n'y a plus personne qui comprend. Et ça c'est un problème parce que du coup on ne va pas réussir à le valoriser. Et je pense que je laisserai Aurélie en parler parce que c'est justement une question qu'on s'est posée au sein de la des chairs et on va essayer d'organiser une journée en ce sens. Alors, il y a une question là-bas. Alors, il y en a aussi là-bas. Je voulais juste dire, il nous reste 10 minutes. Donc, le débat est bien lancé. J'aurais besoin de garder 2-3 minutes à la fin pour conclure. Alors, donc, je vous en prie. Et l'autre question, c'était... D'accord. Juste pour aller très vite, Damien Fumier, responsable R&D chez Sonagri. Je revenais un peu sur les leviers que vous avez vus au travers de vos enquêtes. Déjà, merci beaucoup pour ce film, très très intéressant. Est-ce que vous avez vu des leviers par rapport à l'ombrage, justement Moi, je peux réagir en attendant, parce que du coup, on se connaît, que nos chefs de vie, toujours dans le Roussillon, on a vraiment beaucoup de problématiques, et c'est un peu notre terroir précurseur, pilote, sur lequel on travaille sur les enjeux. Là, on parlait un peu des leviers, des différents leviers qu'on pouvait actionner et des changements d'échelle. Du coup, on a eu cette réflexion sur le matériel végétal, cette réflexion sur l'échelle du paysage. Il y a aussi cette reconception des modèles agricoles. Là, on a parlé de diversification de la vigne. Déjà, plus la penser juste comme un écosystème de monoculture de vigne. Ça, on travaille un peu avec la chaire agrossiste sur justement diversifier tout ça, faire de l'agroforesterie. On a plusieurs projets en cours. Donc, on commence à avoir des apprentissages, mais ça va être long parce qu'un arbre, ça prend du temps à pousser. Et après, on a effectivement un projet qu'on mène avec Sonagri d'ombrière photovoltaïque au-dessus de nos vignes, avec un modèle en plus qu'on essaie de réfléchir avec les étudiants d'agroforesterie. Et là, voilà, l'idée, c'est jouer sur l'ombrage. En plus, là, c'est ce qu'ils proposent. Bon, je ne fais pas de la pub, mais en tout cas, c'est intéressant. Mais c'est cette modélisation des besoins hydriques des vignes et venir ombrer la vigne en fonction des besoins qu'ils ont. Nous, on espère, on verra bien, mais on n'a pas encore planté, que ça sera aussi un levier qui permettra de venir réduire le besoin en eau des vignes. Mais après, voilà, c'est un modèle qui, pour moi, a un changement d'échelle qui est un peu plus compliqué parce que ça demande, c'est un appel paysager, c'est une solution ponctuelle qui peuvent être mises en place partout, mais qu'on ne va pas forcément déployer, parce qu'il y a impact paysager, impact biodiversité, il faut prendre ça en compte. Et puis aussi, voilà, donc, je pense que c'est d'autres solutions, mais peut-être moins déployables. Et je ne sais pas si vous en avez vu, vous, du coup.
Pour répondre très rapidement, on avait posé la question aux producteurs parce que justement on avait déjà fait un appel ensemble, donc on a posé la question aux producteurs en Espagne en particulier et Portugal. On ne l'a pas vu très clairement, mais il y en a plusieurs qui trouvaient ça intéressant, mais il fallait que ça soit du coup en zone plane. Tous ceux qu'on a vus en coteau, c'était pas du tout accessible et ça demandait beaucoup de, justement, pas d'investissement, mais en tout cas de réflexion sur le long terme. Donc il y en a plusieurs qui, wow, ok. Ils étaient surpris en tout cas, c'était quelque chose de nouveau pour eux, c'est ça qu'on a pu voir en tout cas. Très rapidement. Pour rebondir, c'est aussi que ce n'est pas compatible avec les systèmes d'appellation qu'on a aujourd'hui, typiquement les AOP, pour l'instant on ne peut pas encore le faire. D'où les questions des instances, du rôle des instances dans tout ça. Tout à fait. Donc, votre question s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup pour la présentation. Moi je me demandais, pour revenir un peu sur la question de l'irrigation, de la ressource en eau, si au-delà de l'adaptation des vignes, des variétés, les couverts végétaux, etc., vous aviez vu lors de du coup, votre voyage des adaptations et notamment des aménagements d'hydraulique douce sur les parcelles, ou par exemple en lien avec l'hydrologie régénérative et comment on ralentit, on stocke l'eau et on favorise son infiltration sur la parcelle. Voilà. Après, c'est possible que non, hein, mais c'est... Oh, si, quand même. On en a eu plusieurs. Hein. On a vu justement tout l'aspect un petit peu extérieur, mais qui influence beaucoup tout l'aspect biodiversité, protection des insectes, en tout cas des auxiliaires pour pouvoir avoir de la porosité, une bonne texture de sol. Mais d'une manière plus directe, je pense que la plus impressionnante, dira-t-on, c'est par exemple dans le Douro, qui est du coup une vallée avec du coup, la rivière du Douro qui passe au milieu. Et en fait, il y a eu une adaptation assez phénoménale, c'est-à-dire que les Portugais là-bas ont construit des terrasses, mais des terrasses qui sont gigantesques, c'est à la perte de vue. Et en particulier, je parle du Portugal parce que on a vu beaucoup les keylines là-bas. Je ne sais pas si voilà, qui sont du coup des aménagements directement de la topographie pour, comme je crois que tu l'as évoqué justement rapidement, sur le fait que l'eau ne ruisselle pas directement, qu'elle prenne du coup du temps sur la surface du sol pour pouvoir s'infiltrer. Donc c'est quelque chose qu'on a justement vu et qui nous avait marqué déjà dans cet aspect d'utilisation du paysage, de refonte du paysage, et qui au final avait des très bons succès, en tout cas au Portugal, vu que Portugal, il y a des grosses problématiques sur les vagues de chaleur, sur la sécheresse, et ça demande quand même une grosse réflexion en amont pour pouvoir voir ça. Donc l'appel à beaucoup de professionnels, vous pourrez peut-être en parler certainement. Mais la plupart de ceux qui l'avaient réalisé justement étaient très satisfaits et voyaient une meilleure résistance, en tout cas au stress hydrique de leurs vignes, ça c'était sûr. Toujours à l'échelle de l'exploitation. Toujours. Enfin, oui, la plupart à l'échelle de l'exploitation. Oui. Et c'est le problème, justement. Ouais, effectivement. Alors, on est vraiment au bout de la soirée. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'exemples soit individuels, de structures d'exploitation. On parle aussi, moi ce qui me surprend, c'est qu'on parle aussi beaucoup, on est encore au stade démonstrateur ou expérimentation. Alors que ça fait un moment qu'on sait que ça change, et c'est vrai que la dynamique de la vigne, elle met du temps à se mettre en place, à réagir. Peut-être pour terminer ce point-là, est-ce qu'il va falloir encore aller plus vite, parce que le climat, vous le disiez, il nous rattrape, il va plus vite que nous. Est-ce que c'est justement une question d'échelle? Est-ce qu'il va falloir sortir des structures, des exploitations, et vraiment trouver des moyens, des synergies à des échelles supérieures, à l'échelle du bassin versant, où on a commencé à parler des structures? 2 minutes pour trouver la solution. Et ensuite, on clôture. Merci. C'est peut-être un peu court, mais je pense que ce qui sort de tout ce qu'on a dit, c'est qu'on ne peut pas le faire tout seul. Hein. Effectivement, qu'on raisonne juste à l'échelle de l'exploitation, ça ne suffit pas. Il faut des synergies, il faut du collectif. Nous, chez Adigny, on a la chance d'avoir pas mal de vignobles un peu partout, donc on essaie de tirer des apprentissages de ce qu'ils font à Bordeaux, en Bourgogne, pour le Sud, et inversement, on essaie de s'échanger les bonnes pratiques. À l'échelle locale, il y a les collectifs comme les CIVAM qui vont pouvoir venir être engagés, se regrouper avec plusieurs agriculteurs. C'est pour ça que nous, le projet d'hydrologie régénérative, on va pouvoir le réfléchir sur tout Collioure et pas juste chez nous. Et ensuite, il y a d'autres dispositifs.
Là, je pense aux chers parce que du coup, c'est elles qui ont organisé cette soirée. Mais du coup, nous, chez Vignes, on fait partie des chers Agrossis et chers Vignes et Vins. C'est vraiment des consortiums d'entreprises et de recherche qui sont tous alignés dans un cadre de transparence pour essayer de co-construire des filières d'avenir, de faire impliquer la nouvelle génération avec les étudiants, essayer de réfléchir un peu à nos problématiques. Et on en a plein. On se rend compte que du coup, on arrive à échanger déjà entre nous. Donc, c'est des cadres comme ça qu'il faudrait, je pense, développer davantage. Et ce lien avec la recherche, parce que la recherche va prendre vraiment une place, je pense, hyper importante dans toutes ces stratégies, justement, pour réussir à essayer de rattraper le retard autant qu'on peut. Il faut vraiment qu'il y ait cet alignement entre les besoins du terrain et les besoins de la recherche. Et c'est pour ça que je pense que ces dispositifs sont essentiels. Merci Louise. Je vais donner la parole à Quentin pour terminer. Là, c'est 30 secondes. 30 secondes pour peut-être revenir séquence émotion. Parce que ce film était quand même très, très fort, je trouve, et très intense. Ouais. Et peut-être la conclusion de cette aventure. Hein. Justement, pour sortir un petit peu de tout cet aspect... tout cet aspect technique, parce que le changement climatique, c'est beaucoup de chercher des solutions, de chercher de s'adapter, essayer de s'entendre entre tous les acteurs pour y réfléchir. Mais il y a aussi tout un aspect, et c'est ça qu'on voulait justement développer dans le film. Je fais la petite histoire très rapidement. On avait de base, on a fait 12-13 versions, quelque chose comme ça. On avait des choses mastoc de 1h20 avec 30 personnes qui parlaient de chacune individuellement de leur technique d'adaptation, leur atténuation, et c'était totalement indigeste. Et on a justement modifié toute la trame pour se focaliser aussi, parce que ce qui était important pour nous, c'était de montrer aussi cet aspect émotionnel, cet aspect, déjà d'une part, comme on l'a vu, des personnes qui ont peur de comment va évoluer leur activité, comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire, qu'ils vont potentiellement perdre de la ressource financière. Donc il y avait cet aspect anxiété, peur que vous aviez dit justement au début. Derrière cet aspect amour de la terre, parce que c'est des personnes qui, mine de rien, sont passionnées par ce qu'ils font et ils sont vraiment impliqués. Il n'y a aucun plaisir pour un agriculteur de détruire la terre. Tout le monde a envie de travailler bien sa terre et être en harmonie avec la nature. Donc c'était ça qu'on voulait voir, c'était cet aspect vraiment montrer que derrière il y a un véritable amour, et donc c'est quelque chose justement qu'il faut chercher à défendre. Il faut des fois un petit peu sortir de cet aspect très, très expérimental, très technique, froid. Il faut le garder, bien évidemment, mais derrière il faut avoir une motivation, en tout cas une émotion qui est liée à ça, à vouloir préserver cet équilibre sur la terre. Et c'est pour ça que justement la musique de conclusion qu'on a mis, c'était une musique qu'on écoutait beaucoup quand on était au Portugal, une histoire d'amour qui parle de chercher l'équilibre. Et en fait, quand on a commencé à comprendre un peu le portugais, on a fait « Ah, mais c'est génial, mais c'est totalement ce qu'on pense depuis le début !» Et c'est pour ça que justement, on l'a placé à la fin. Chercher l'équilibre pour qu'il n'y ait aucun facteur qui prenne le pas sur l'autre, et qu'ils apprennent en tout cas à vivre tous ensemble, et qu'ils soient protégés en tout cas par ça, par cet amour de la terre. Tout bonnement. Merci beaucoup, bravo. Merci à vous tous d'être venus, merci aux experts. Donnez-moi juste une minute, juste pour vous présenter ce qui arrive par la suite, parce que l'aventure se poursuit. Il y a d'autres événements qui vont arriver prochainement, en particulier début mars. Il y a donc la prochaine journée scientifique de la vigne et du vin, qui aussi sont des événements qui existent depuis une quinzaine d'années. Et voilà le sujet qui sera présenté le 7 mars. Je vous invite à aller sur le site pour vous inscrire et y participer. Et en ce qui nous concerne, avec la chaire Agrossis, on est en train de préparer un prochain colloque qu'on espère devrait se dérouler vers fin avril sur les techniques génératives, aussi régénératives dans l'agriculture. Voilà. On n'a pas encore l'information visible sur Internet, mais c'est pour bientôt. Voilà. Merci infiniment, bravo encore et à une prochaine fois.